Aujourd'hui, c'est la 9e leçon de notre cours de philosophie politique en mode confinement. Et la leçon d'aujourd'hui sera une récapitulation de tout ce que nous avons étudié jusqu'ici dans le cadre de notre cours de philosophie politique. Nous commencions ce cours de philosophie politique en précisant que son objectif principal était de stimuler une réflexion critique sur les institutions et les pratiques politiques. Et nous nous sommes inspirés de la célèbre phrase de Jean-Jacques Rousseau qui ouvre les contrats sociaux, le premier livre du contrat social. Et Rousseau écrit « Je veux chercher si dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles doivent être. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. » Nous nous sommes arrêtés un instant sur deux phrases. Les hommes tels qu'ils sont. Nous nous sommes inspirés de John Rawls qui interprète cette première phrase. Pour John Rawls, cette phrase fait référence à la nature morale et psychologique des personnes et comment cette nature fonctionne à l'intérieur d'un cadre des institutions politiques et sociales. Et nous avons souligné le fait qu'ici apparaissait la nécessité de prendre en considération les limites du possible en matière de questions morales. Et comme l'exprime si bien Jean-Jacques Rousseau, les bornes du possible dans les choses morales sont moins étroites que nous pensons. Ce sont nos faiblesses, nos vices, nos préjugés qui les rétrécissent. Les âmes basses, disait Jean-Jacques Rousseau, ne croient point aux grands hommes. Des vils esclaves sourient d'un air moqueur de ces mots « liberté ». Nous avons ensuite considéré la deuxième partie de la phrase, ou la deuxième phrase, les lois telles qu'elles doivent être. Et nous avons mis en lumière l'importance de créer, de solidifier des institutions justes qui deviennent des structures de référence pour les générations à venir. Dans ce sens, avons-nous dit, l'observation de John Rawls vient à point nommé. Rawls écrit « Si nous grandissons dans un cadre des institutions politiques et sociales justes et raisonnables, nous devons affirmer ces institutions quand nous deviendrons adultes et elles dureront à travers les temps. » Ensuite, nous sommes revenus sur la description de la philosophie politique. Nous avons dit qu'en plus d'être une réflexion systématique sur la nature et les buts de la vie politique, c'est-à-dire sur les institutions politiques, sur les principes par lesquels nous devons vivre ensemble dans une société, sur les problèmes conventionnels de l'organisation politique, tels que les limites acceptables de l'action de l'État, les fondements de l'obligation politique, la nature de la justice sociale, les droits et les responsabilités des citoyens, les conditions d'une vie politique moralement acceptable, la philosophie politique constitue un standard à partir duquel nous analysons et évaluons aussi bien nos gouvernements que nos relations les uns envers les autres en tant que membres d'une communauté politique. En ce sens, la première préoccupation de la philosophie politique est d'identifier les types d'institutions politiques qu'une société doit avoir en tenant compte de sa réalité culturelle. Une fois que ces institutions sont mises en place, tout citoyen a l'obligation morale de les respecter. Et partant de ce qui précède, nous avions affirmé que la philosophie politique génère les visions d'une bonne vie sociale. Elle a donc son fondement dans l'éthique, c'est-à-dire dans les types de questions qui touchent au genre de vie qui sont bonnes pour les êtres humains. Et ici, nous avons fait recours à Eric Weil, qui nous dit ceci: la question du sens de la politique ne peut se poser
que pour celui qui a déjà posé celle du sens de l'action humaine, voire de la vie. En d'autres termes, pour celui qui s'est déjà installé dans les domaines de la morale. Et il convenait d'insister ici que la philosophie politique ne s'intéresse pas seulement aux routines qui gouvernent la politique en général. Elle considère également tout ce qui constitue ce que John Rawls appelle les structures de base de la société, politique, économique et sociale. Abondant dans le même sens, David Miller, avions-nous dit, définit la philosophie politique comme une investigation sur la nature, les causes et les effets du bon et du mauvais gouvernement. Et partant donc de cette définition de la philosophie politique, Miller soulignait trois idées principales. Premièrement, les bons et les mauvais gouvernements affectent profondément la qualité de la vie humaine. Deuxièmement, la forme que prend un gouvernement n'est pas prédestinée. Nous devons le choisir, nous avons le choix plutôt de la déterminer. Troisièmement, nous pouvons savoir ce qui distingue les bons gouvernements des mauvais. À partir des actions posées par les acteurs politiques, nous pouvons définir ou nous pouvons dire quel type de gouvernement nous avons en face de nous. Et nous avons montré qu'il était important de souligner le fait que l'usage du mot gouvernement par Miller faisait référence à l'ensemble des règles, des pratiques et des institutions sous la direction desquelles nous vivons ensemble dans la société. Et pour Miller, l'importance de la philosophie politique est de nous aider à choisir la meilleure forme de gouvernement. Et nous avons souligné le fait que certains pouvaient objecter qu'il n'existe pas de meilleure forme de gouvernement. Cette attitude négationniste, avions-nous dit, qui semble prétendre que nous n'avons pas de choix politiques réels à faire, c'est une question ou une objection qui n'est pas nouvelle. Et comme le note Miller, elle est apparue sous différentes formes à différents moments de l'histoire. Ainsi donc, les philosophes politiques ont pour tâche de remettre en question certaines croyances classiques tenues à la fois par les responsables politiques et par les publics. Les philosophes politiques examinent certains concepts utilisés par les politiciens et les publics afin d'en saisir le sens profond. Dès lors, soulignons-nous, une des questions fondamentales de la philosophie politique est: qu'est-ce que nous apprécions dans nos vies et quels moyens utilisons-nous pour atteindre l'objectif? De là, nous sommes allés à faire une distinction entre la philosophie politique et les sciences politiques. À la différence des sciences politiques qui cherchent à décrire et expliquer les phénomènes à travers des données empiriques, telles que les questions constitutionnelles, les comportements des votes, l'équilibre du pouvoir, les implications de la révision judiciaire, la philosophie politique, quant à elle, est prescriptive. Son objectif est de déterminer comment le monde doit être. Elle est préoccupée par ce qui est moralement bon ou mauvais. En ce sens, elle est premièrement un projet normatif. Une fois que cette base est garantie, alors la philosophie politique peut prendre en considération les réalités empiriques. Si nous définissons la philosophie comme la recherche de la vérité, alors la philosophie politique est la recherche de la vérité dans la façon dont nous organisons notre vie sociale et politique. Une telle organisation requiert certaines valeurs qui sont nécessaires pour parvenir à une société bien ordonnée de personnes libres et égales. En voici quelques-unes: la loi et l'ordre, la liberté individuelle, la croissance économique, les soins de santé pour tous, des conditions de vie décentes pour tous. Nous avons également fait une autre
clarification conceptuelle entre philosophie politique et théorie politique. Certains penseurs utilisent l'expression théorie politique pour faire référence à ce que nous appelons philosophie politique. D'autres préfèrent philosophie politique et nous sommes de ceux-là pour insister sans ambiguïté sur la dimension normative de l'approche. L'expression théorie politique a parfois une connotation à la fois empirique et normative, c'est-à-dire une pensée qui se focalise premièrement sur l'explication d'un concept plutôt que sur l'évaluation de la réalité empirique à la lumière de ces concepts. L'expression philosophie politique est par contre considérée comme la dimension évaluative. Toutefois, il faudrait éviter toute tentation qui consisterait à réduire la philosophie politique à la contemplation et à l'analyse de certaines valeurs. Nous avons ainsi divisé notre cours de philosophie politique en deux parties. La première partie a examiné et discuté la signification de quelques concepts fondamentaux tels que liberté, égalité, démocratie, que nous utilisons pour comprendre la politique, les obligations que les individus qui vivent en société ont les uns envers les autres et les institutions que nous créons pour réglementer notre vie, aussi bien publique que privée. Et la deuxième partie de notre cours a été dédiée à la discussion de quelques théories contemporaines de philosophie politique, telles que l'utilitarisme, avec Jeremy Bentham, que nous avons étudié, et John Stuart Mill, la justice, avec John Rawls, le libertarianisme, avec Nozick, le communautarisme, avec Michael Sandel, le libéralisme politique, avec John Rawls, le contractualisme, avec Hobbes, Locke et Rousseau, et le perfectionnisme que nous avons abordé aussi en passant. La première partie qui consistait à examiner et discuter quelques concepts fondamentaux de la philosophie politique a mis l'accent sur l'importance de commencer par une analyse conceptuelle de certains concepts. Nous prenons pour acquis que la signification des concepts fondamentaux de la philosophie politique est connue tout simplement parce que nous les utilisons quotidiennement d'une certaine manière. Par exemple, nous sommes tous habitués à faire appel aux idées telles que la liberté et le droit dans nos débats politiques. Mais nous n'avons pas souvent la réponse à la question de savoir ce que nous voulons dire par liberté, égalité, justice ou démocratie. Ou encore, pourquoi devons-nous accorder de l'importance à ces valeurs? L'argument selon lequel les idéaux comme la liberté et l'égalité sont les plus soutenus dans notre culture publique n'est pas une raison suffisante pour les valoriser. Beaucoup de pratiques et de valeurs largement soutenues à un certain moment dans l'histoire par les citoyens des États des démocraties libérales ont été rejetées comme étant injustes. Plus encore, beaucoup de pratiques et de valeurs ne sont pas aujourd'hui l'objet d'un accord unanime dans les États des démocraties libérales. Nous devons savoir qu'est-ce que les idées signifient et comment elles sont justifiées afin de connaître combien importantes elles sont. Ceci est très crucial parce que très souvent, nous avons à choisir entre deux valeurs en conflit. Nous pouvons nous retrouver devant deux valeurs qui sont en conflit. Et comment faire le choix? Quelle valeur faut-il choisir? Par exemple, devons-nous accorder la priorité à la liberté ou à l'égalité? De même, comment faire face au choix entre la sécurité et les libertés fondamentales? Ainsi, nous avons commencé à examiner chacun de ces concepts fondamentaux de la philosophie politique. Nous avons commencé par la liberté. Et nous avons
dit que la liberté est l'un des concepts les plus importants en philosophie politique. Il n'est pas surprenant d'entendre les gens dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et face à une telle affirmation, la question que l'on peut se poser est celle de savoir ce qu'ils comprennent par être libres. D'où la nécessité d'une analyse systématique pour comprendre pourquoi nous faisons ce genre d'affirmation. Et nous avons parlé de la liberté négative. Et la liberté négative ici, nous avons souligné, est à comprendre comme la liberté non-ingérence. Négative, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que nous ne voulons pas que les gens interviennent dans les domaines privés de notre vie. Nous avons aussi parlé de la liberté positive, que nous avons aussi appelée la liberté capacité. Et nous avons souligné le fait que cette conception de la liberté est associée à des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau et elle met l'accent sur la nature communale de la liberté. Par exemple, la maîtrise de soi exige au moins en partie l'appartenance et la participation à une communauté politique. Après la liberté, nous avons abordé l'égalité. Nous avons commencé par définir l'égalité. Qu'est-ce qu'on entend par l'égalité? Nous avons abordé la question de savoir qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous disons traiter les hommes comme des égaux. Et en essayant de parler de l'égalité et des différences, nous avons posé la question de savoir si l'égalité signifie traiter les gens de la même façon. Et nous avons abordé la question de l'égalité du résultat. Et nous avons parlé de l'égalité d'opportunité. Après le concept d'égalité, nous avons également abordé les concepts de démocratie. C'est quoi la démocratie? Tout le monde en parle. Et là, nous avons abordé les dimensions de la démocratie. Nous avons vu l'aspect direct ou indirect de la décision. Nous avons parlé de la responsabilité des représentants. Nous avons également parlé des chances pour influencer les décisions politiques. Nous avons touché à la question de l'étendue de l'autorité de la volonté démocratique. Nous avons également abordé la question de la procédure et des résultats dans une démocratie. Nous avons souligné les valeurs de la démocratie et nous avons fini avec 3 problèmes avec la démocratie. Premièrement, la tyrannie de la majorité. Deuxièmement, la tension entre la justice et la démocratie. Et troisièmement, le rôle de l'expertise lorsque nous abordons la question de la démocratie. Après cette première partie de notre cours de philosophie politique qui consistait à considérer les concepts fondamentaux que nous utilisons en philosophie politique, nous avons abordé la deuxième partie de notre cours de philosophie politique et la deuxième partie était sur la discussion des questions de quelques théories contemporaines de la philosophie politique. Nous avons commencé par l'utilitarisme avec Jeremy Bentham et John Stuart Mill et nous avons mis l'accent sur les credos de l'utilitarisme, les plus grands bonheurs pour les plus grands nombres. Et ces credos avaient des problèmes et le plus grand nombre est compris souvent en termes numériques. Et il y a certaines personnes qui sont mises à l'écart. Et après l'utilitarisme, nous avons touché la question de la justice avec John Rawls qui venait en fait remettre en question la vision de l'utilitarisme et plus précisément avec les principes de différence qui essayent d'inclure tout le monde. Nous avons commencé avec l'objet de la justice tel que perçu par John Rawls. Nous avons parlé de l'idée principale de la théorie de la justice de John Rawls. Nous avons touché la question de l'utilitarisme classique, comment John Rawls aborde cette question. Après la justice chez John Rawls, nous avons parlé du libertarisme.
Et ici, nous nous sommes inspirés de Nozick, Robert Nozick. Après le libertarisme, nous avons abordé la question du communautarisme qui venait remettre en question l'approche du libertarisme qui met l'accent sur les individus ou la liberté individuelle en négligeant la dimension communautaire. Et nous avons dit que le communautarisme a émergé comme une critique du libéralisme politique contemporain et du libertarisme. Et la thèse du communautarisme est qu'en insistant sur la liberté individuelle, le libéralisme et le libertarisme sous-estiment l'essence partagée de l'identité dont les gens ont besoin pour fonctionner comme une société. Après le communautarisme, nous avons parlé du libéralisme politique chez John Rawls. Nous avons commencé par parler du libéralisme en général et nous avons touché la question du libéralisme politique chez John Rawls. Après le libéralisme politique, nous avons parlé du contractualisme avec Hobbes, Locke et Jean-Jacques Rousseau. Le contractualisme, comme on le soulignait, est aussi appelé théorie du contrat social et c'est un courant de la philosophie politique qui affirme que la société politique est fondée sur un contrat par lequel les citoyens remettent leur liberté entre les mains d'un souverain en échange de la garantie de leur sécurité. Après le contractualisme, nous avons touché la question de la philosophie ou de la politique des zombifications. C'est ainsi que nous terminions notre cours de philosophie politique. Et le cours d'aujourd'hui, comme je l'annonçais au début, c'est la 9e leçon de notre cours de philosophie politique en mode confinement.